et certains, de manière injuste, ont été associés de la même façon que ce qui est devenu le international business des ONG. Les citoyens sur place qui travaillent avec elles utilisent souvent le terme comme un tremplin pour des carrières internationales, par-delà de leur propre pays. Et le militantisme a cédé au calcul stratégique de carrière. Même lorsque les ONG font un travail utile, s'ils transgressent les limites placées par les pouvoirs locaux ou le pouvoir international, ils sont tout de suite ramenés à l'ordre. Le parfait exemple, et l'exemple éloquent, est celui du centre Carter et du président Carter pour la mission d'observation des élections de 2006. Son travail était scrupuleux, impeccable sur le terrain. Les résultats rapportés par lui étaient incontestés. Personne dans la délégation n'avait vu un travail, n'avait vu une élection aussi impartiale, aussi transparente. Hamas avait gagné haut la main. Quel était le résultat? Israël, les États-Unis et même l'Europe ont coordonné ensemble la mise en quarantaine du Hamas, qui continue jusqu'à ce jour. Et nous voyons les résultats. 1,5 million de Palestiniens vivent sans eau, sans électricité, enfermés comme des animaux. Voilà le résultat. Après cela, pourquoi est-ce que les Palestiniens ou quiconque d'autre dans la région voudrait inviter une organisation internationale au nom de la promotion pour la démocratie pour superviser des procédures dans un pays de la région? Maintenant, nous arrivons bien sûr, après les raisons internes et les facteurs internes, nous arrivons aux crises régionales. Les crises régionales, je ferai référence aux trois essentiels dans la région, c'est la situation en Irak, la détérioration de la situation en Afghanistan et bien sûr la continuation de l'occupation de la Palestine. En Irak, on ne sait pas combien de temps va encore durer la présence militaire américaine et ce qui se passera après que les Américains quitteront l'Irak. Et quoi qu'il en soit, de la rhétorique en période d'élection, les Américains construisent l'infrastructure d'une présence durable en Irak. Et quoi qu'il en soit des illusions du commencement du succès, il serait insensé de reconnaître qu'en fin de compte, un jour, ils devront se retirer. Au sujet du commencement de la réussite, disons quelques mots. Oui, il y a moins de violence en Irak. Oui, le niveau de la violence, il y a moins de morts en Irak. Est-ce que c'est pour autant un début de stabilisation? Je ne le pense pas. Et pourquoi il y a cette baisse de la violence? D'abord, parce qu'il y a plus de militaires américains sur le terrain. Et si demain, il y en aurait 100 000 de plus, il y aura moins de violence. Mais dès que vous retirez un soldat, la violence accroîtra, parce que c'est une réaction. Aussi, les Américains ont armé et financent les conseils Sahwa, les conseils tribaux contre Al-Qaïda. Aussi, Sadr a mis en veilleuse sa milice. Il a déclaré une trêve. Et aussi, finalement, le mouvement de nettoyage ethnique dans les régions multiethniques est carrément achevé. Donc il n'y a plus de contact journalier entre les différentes communautés multiethniques de l'Irak. Donc tout cela est très précaire. Imaginez avec moi un instant, que se passera-t-il si demain Sadr décide d'arrêter sa trêve? Que se passera-t-il demain si les conseils de Sahwa, les conseils tribaux sunnites ont une force comparative qui leur permet de donner du muscle, qui leur permet à résister de manière frontale à l'autorité centrale du pays? Et que se passera-t-il demain si au milieu de tout ça, le spectre de la partition et de l'indépendance du Kurdistan au nord du pays se profile à l'horizon? Que fera la Turquie au milieu de tout ça? Tout au long de ces ensembles, les effets destructeurs de l'invasion et de l'occupation américaine sont clairs. Un pays détruit, un pays divisé plus que jamais sur le plan ethnique, des centaines de milliers de tués, des millions de réfugiés, une infrastructure sociale détruite. L'armée américaine ne peut pas résoudre les problèmes irakiens qu'elle a provoqués, encore moins les problèmes qu'elle est venue résoudre. Et entre-temps, l'Irak, ou plutôt le monde en entier, attend le dénouement de la crise ou des menaces américaines contre l'Iran. Une attaque contre l'Iran est aujourd'hui moins probable, mais elle est toujours possible durant le mandat de George Bush. Elle créerait des tensions importantes dans toute la région. Elle ouvrirait à nouveau le front entre Hezbollah et Israël.
elle créerait une situation intenable pour les Américains en Irak. Et il malmènerait les régimes arabes dans la région. Que feront les régimes arabes devant une éruption sans pareil des émotions au niveau de la rue et de l'opinion publique? Prendront-ils position pour les États-Unis? S'ils le font, ça sera une situation explosive. Ne le font-ils pas? Prendront-ils une position contre l'Iran? S'ils le font, cela peut créer une crise terrible entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Plus au sud, le conflit israélo-palestinien demeure une source constante de tension dans notre région. Une résolution juste de ce conflit est la condition sine qua non pour la stabilité dans notre région. Malheureusement, Israël continue d'insister sur le fait que ses préoccupations de sécurité priment sur les droits de préoccupation des Palestiniens et ne reconnaît pas que son occupation est à l'origine de ces problèmes de sécurité. Les États-Unis continuent de soutenir d'une manière inconditionnelle Israël, lui permettant d'ignorer l'initiative majeure des pays arabes, mais surtout, et plus important, toutes les résolutions relatives à ce sujet, toutes les résolutions onusiennes. Les États-Unis ne s'engagent pas dans la région, dans ce conflit, contrairement à ce que l'on croit. Et quand ils s'engagent, ils donnent l'impression qu'ils le font seulement pour réunir une coalition contre l'Iran. La situation palestinienne se détériore au point que je me demande si la solution de 2 États indépendants est aujourd'hui possible ou est-elle envisageable dans les 20 ans. Dans cette situation d'insécurité radicale, les régimes politiques et les populations cherchent à se renfermer sur elles-mêmes. Alors, autant les premiers paramètres que je viens d'évoquer relèvent des sociétés, relèvent des régimes internes et relèvent de l'agence et des dynamiques internes au pays, autant les crises dans la région sont entièrement de la responsabilité des acteurs étrangers ou plus. Et c'est un obstacle majeur à tout changement. À l'Est, le problème afghan est une autre source d'instabilité et d'anxiété. En Afghanistan, les États-Unis et le monde ont perdu une opportunité majeure. Ils ont investi leurs ressources et leur attention dans le conflit irakien au lieu de se concentrer sur la lutte du véritable ennemi, les djihadistes dangereux de Ben Laden et Al-Qaïda, ce qui a engendré le risque d'une guerre élargie au Moyen-Orient. Le résultat est un autre désastre qui se profile à l'horizon. Comme a dit Paddy Ashdown, qui était représentant de l'ONU au Bosnie, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au Kosovo, et je le cite, « La guerre en Afghanistan, entrant à présent dans sa 7e année, sans une stratégie internationale consensuelle, le soutien public s'écroulant des 2 côtés de l'Atlantique, l'OTAN en désarroi et l'insécurité s'accroissant en Afghanistan, la défaite militaire est présent une réelle possibilité. »